Voilà, nous allons donc pouvoir attaquer ce webinaire destiné au structurel conjonctif tripodal. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais déjà commencer un petit peu à me présenter. Donc moi, je suis à la base kinésithérapeute. Je suis diplômé de l'école de kiné de Lille en 1996. Donc ça fait maintenant presque, on va pas dire 30 ans, mais presque, que je soigne des patients, que je traite des patients et que je fais donc une profession libérale. D'abord, pour commencer, donc au niveau d'un cabinet de kinésithérapie. Puis, dans les années 2000, j'ai rencontré Jean-François Terramorci, dont d'ailleurs ce cours est inspiré, bien sûr. Jean-François Terramorci m'a apporté beaucoup. Il m'a permis de, euh, d'avoir une autre compréhension du symptôme, une autre compréhension de la pathologie. Et suite à cette rencontre avec Jean-François Taramorci, j'ai ensuite décidé de continuer sur l'école d'ostéopathie de Genève pour faire tout un cursus d'ostéopathie en plus de mon cursus de kinésithérapeute. Diplômé donc d'ostéopathie en 2006, j'ai très vite ouvert un cabinet d'ostéo. Et maintenant, depuis près de 20 ans, on va dire, hein, à peu près, donc j'exerce en tant qu'ostéopathe exclusif à Maubeuge. Et je partage à la fois les soins et l'enseignement. Je suis également enseignant depuis 2007, donc dans diverses structures, à la fois en France, à l'étranger, au Maroc, en Pologne bientôt, aussi en Belgique, au Luxembourg, en Suisse. Et j'ai même longtemps été dans les dom-toms. Donc j'ai pu, pendant ces bonnes vingtaine d'années, on va dire, entre ma patientèle de cabinet, et bien sûr, les formations que j'ai enseignées, mais aussi les formations que j'ai reçues. Je n'ai jamais cessé de me former. Chaque année, j'essaie de me former deux, trois formations par an, même voire plus, afin d'essayer de comprendre, je dis bien en toute humilité, d'essayer de comprendre mes patients et leur apporter le meilleur soin possible. Je dis bien le meilleur soin possible parce que le soin parfait n'existe pas. Et donc, j'ai essayé de comprendre un peu comment on pouvait s'intéresser à la structure et comment on pouvait adapter le structurel à une large patientèle. Vous allez voir que ce webinaire ne va pas parler que de techniques structurelles. Pour moi, la structure est tout autre. La structure, c'est avant tout l'anatomie, nos composants, notre composition, ce qui, quelque part, nous crée. Et c'est à travers ces différents liens anatomiques, qu'ils soient mécaniques, neurologiques, vasculaires, voire même plus, cérébrales, voire même émotionnelles, eh ben, on va essayer ensemble ce soir de décortiquer un peu la technique structurelle, la technique de la structure, j'ai plus envie de dire comme ça, sous un concept dit tripodal. Pourquoi tripodal? Eh ben, tout simplement parce que pour moi, le thérapeute est un tout. Le thérapeute n'est pas qu'une personne qui s'adresse à un patient. Le thérapeute est un tout entre un savoir, un savoir-faire et surtout un savoir-être. Être un thérapeute, c'est d'abord avoir la connaissance. La connaissance est indispensable, la connaissance est universelle et la connaissance évolue aussi, bien sûr, à travers les différentes publications scientifiques. On en parlera un petit peu cette soirée, donc, durant cette soirée. Et les connaissances scientifiques aujourd'hui nous montrent qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus s'appuyer. Donc, il faut en permanence se remettre en question. Il y a des choses qui sont toujours valables, l'anatomie ne change pas. Effectivement, certaines techniques changent, certains tests changent. C'est aujourd'hui que le fameux TFA, TFD n'est plus validé. En tout cas, en partie n'est plus validé. Le test de Klein, pareil, hein, n'est plus validé en partie. Et donc, effectivement, la connaissance est indispensable. C'est pour ça qu'il est toujours nécessaire de s'informer, se renseigner, afin de mettre nos connaissances à jour. Un peu comme mise à jour hein, d'un logiciel, c'est la même chose. On a dans l'obligation, dans notre profession, en tant que professionnel de santé, de se mettre régulièrement à jour. La technique, pareil, la technique, vous l'avez apprise ou vous l'apprenez. Effectivement, la technique est un incontournable également.
La technique, c'est la gestuelle, la répétition, que ce soit en technique structurelle, fonctionnelle, technique musculaire, ligamentaire, on verra un petit peu les diverses techniques. Il faut répéter, répéter, répéter. À l'instar d'un professionnel de haut niveau, hein, vous imaginez un Rafael Nadal hein, qui a pas- qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, bah, pour pouvoir faire une balle de match ace lors d'une balle de match en tournoi de Roland-Garros à 200 km/h pleine ligne blanche, il a dû répéter des millions de services. Eh ben nous, c'est un peu la même chose. Il faut toujours répéter, toujours se faire corriger et toujours aller dans l'amélioration de sa gestuelle et comment faire pour pouvoir justement développer sa patientèle. Développer sa patientèle, c'est surtout développer sa passion de la patientèle. Ça, c'est très important. Avoir l'envie de soigner, l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny, mais c'est un peu ça, hein, c'est l'envie de soigner, l'envie d'en savoir toujours plus, l'envie d'en connaître toujours plus et l'envie de toujours progresser. Moi, c'est ce qui m'a animé durant ces 20 bonnes années, hein, c'est justement ce savoir faire, hein, et toujours améliorer ma technique, apprendre des nouvelles techniques, aller voir des confrères, des amis, voir comment ils travaillent, s'en inspirer et progresser et ne pas rester dans ses dogmes et ne pas rester dans ses œillères à toujours pratiquer la même technique depuis des années sans jamais se remettre en cause. La troisième partie de ce tripodal, de ce trépied, on va beaucoup parler trépied ce soir, c'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est tout autre. C'est au-delà du savoir et au-delà du savoir-faire. Le savoir-être, c'est prendre en charge son patient de façon globale, mais de façon globalement structurée. C'est-à-dire pas partir dans tous les sens. Savoir placer un traitement, savoir proposer une stratégie, savoir effectivement analyser rapidement son patient, analyser quels sont ou quelle est la variable qui pose problème, savoir effectivement si on va partir sur des techniques fonctionnelles, structurelles, émotionnelles, musculaires, ligamentaires, comment nous allons conduire notre traitement, comment nous allons accompagner ce patient durant le soin et durant les soins, parce qu'il peut très bien y en avoir plusieurs, en tout cas l'amener à une amélioration de sa santé. On verra ensemble qu'est-ce que la santé et on pourra définir justement les variabilités de la santé et faire en sorte que justement on ait cette amélioration que demande ce patient en venant vous voir, cette confiance qu'il vous donne. Hein. Donc, il va se confier à vous et il va falloir justement, parfois, vous savez très bien qu'il y a des patients qui ne sont pas faciles, hein. Un bagot le soir à 20 h, patient très émotionnel aussi parfois, patient aussi parfois en surpoids, hein, et qui font à peu près 2 fois notre taille et 2 fois notre poids, hein, qui ne sont pas faciles à traiter. Et ben, le savoir-être, c'est ça, c'est cette prise en charge globale du patient et comment positionner notre stratégie pour lui apporter bien sûr le meilleur. Nous allons commencer par le savoir. Effectivement, le savoir, en ce qui concerne donc ce concept structurel tripodal conjonctif, si je l'appelle conjonctif, c'est pas pour rien. J'ai beaucoup étudié de la bibliographie sur le tissu conjonctif, c'est le tissu qui me passionne en particulier. Il y aura d'ailleurs la semaine prochaine un webinaire destiné au tissu conjonctif où je développerai un peu plus la semaine prochaine donc qu'est-ce que le tissu conjonctif. Mais ce tissu conjonctif, quand on le regarde dans son anatomie, dans ses structures, c'est le tissu de soutien par excellence. C'est véritablement le tissu qui fait un peu le liant, hein, qui crée les liens et qui font les liens et qui fait les liens. Hein. Donc c'est ce tissu universel qui va unir toutes nos structures et qui va quelque part aussi nourrir, drainer, protéger, vasculariser, recevoir des informations, donner des informations. C'est le tissu qui va soutenir toutes nos cellules nobles. Les cellules nobles, pour moi, appartiennent à la médecine. Et le tissu conjonctif nous appartient un petit peu à nous. Enfin, en tout cas, on s'en inspire, on l'utilise, nous, en tant que paramédicaux, pour pouvoir justement amener hein, une amélioration de ses fonctions, une amélioration de son état,
en faisant en sorte qu'il puisse mieux soutenir la cellule noble et pouvoir donc améliorer la santé de notre patient. Il est pour moi le tissu conjonctif, le tissu du traitement. Jean-Claude Guimberteau donc, a longuement démontré hein, durant toutes ces années, toutes ces recherches, ce tissu génial, hein, ce tissu qui ne fait qu'un en fait, hein, qui est partout dans le corps. Il n'y a pas un centimètre carré de notre corps n'est pas composé de tissu conjonctif. Et je dis que le sclérotome est véritablement le sclérotome de tout, hein. Le sclérotome, donc le tissu conjonctif, nous le retrouvons bien sûr autour du muscle, tendon, aponévrose, le ligament, hein, les capsules, le disque pour tout ce qui va être articulaire, la durmère hein, pour le système nerveux, la paroi de l'artère, l'intima media pour le tissu vasculaire. Nous retrouvons bien sûr également la durmère, hein, les membranes de tension réciproque, la plèvre, le péritoine. Donc on se rend compte effectivement que ce sclérotome, il est partout. Jean-Claude Guimberteau, donc, par ses recherches, ses nombreuses recherches, nous présentera d'ailleurs hein, le 28 mars à Lille, directement à la faculté de médecine, en partenariat avec la faculté de médecine, ses recherches, ses dernières recherches. Alors, je vous invite déjà, hein, si vous ne l'avez pas fait, à venir voir Jean-Claude Guimberteau, parce que c'est très rare de l'avoir sur l'île. Il y a plusieurs années qu'il n'est pas venu. Et c'est véritablement pionnier hein, dans le tissu conjonctif. Il a un CV long de plusieurs pages. Il a été conférencier, il est toujours conférencier international dans plusieurs universités aux États-Unis, en France bien sûr, en Angleterre, au Japon, enfin voilà, partout dans le monde, où il présente ses travaux et il présente ce génie qui est le tissu conjonctif. On n'a pas encore fait le tour, bien sûr, il y a encore des mystères sur ce tissu conjonctif, mais c'est véritablement hein, le tissu sur lequel on va s'appuyer, sur lequel moi je m'appuie. Hein, et on va parler toute cette soirée de tissu conjonctif au service de la technique et au service, bien sûr, du soin. Ce tissu conjonctif va nous présenter des caractéristiques mécaniques, neurologiques et neurovégétatives. Il est aujourd'hui décrit hein, comme une prolongation, comme une finalité hein, du tissu, enfin, du système neurovégétatif. Système neurovégétatif qui est notre système d'adaptation, hein, qui est un peu notre pontage entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Et ce tissu conjonctif, prolongement de ce système neurovégétatif, va quelque part nous donner toutes les qualités et toutes les possibilités d'adaptabilité. Pourquoi un patient vient vous voir en cabinet? Parce qu'il est tout simplement désadapté. Il est sorti de son homéostasie. Il a quitté son potentiel d'équilibre. On n'est pas là pour guérir les patients. On n'est pas là pour leur, leur promettre ce qu'ils ne seront jamais capables de faire. On est là tout simplement pour leur permettre de retrouver un équilibre, de retrouver leur équilibre, leur homéostasie. Chaque patient a sa propre homéostasie, chaque patient a son propre équilibre. Notre but, à travers le tissu conjonctif, à travers le système neurovégétatif, eh ben, sera justement d'aller restaurer des fonctions, restaurer des qualités, restaurer de la vascularisation, restaurer tout simplement un état, bien sûr, quand c'est possible, quand on est sur ce qu'on appelle des lésions réversibles, hein, on pourra effectivement, par une amélioration des tissus conjonctifs, avoir une amélioration des fonctions intersystémiques, intercellulaires, hein, quelque part, et tout simplement redonner un potentiel d'adaptabilité à notre patient. Effectivement, la santé idéale est utopique. La santé idéale correspondrait à une stimulation idéale. Temps de travail égale temps de repos. Vous savez très bien que c'est très utopique et quasiment impossible à respecter. On a des patients qui sont plutôt dans l'hyper, on a des patients qui sont plutôt dans l'hypo. À nous de faire la différence entre les deux, à nous de détecter l'hypo, l'hyper, et à nous effectivement d'aller chercher ce qui est irréversible et ce qui est bien sûr réversible, et de faire le tri entre ce qu'on va pouvoir améliorer, ce qu'on va pouvoir potentialiser chez notre patient à travers justement ce fameux tissu conjonctif. Le tissu conjonctif va s'altérer. Il va présenter
des diminutions hein, dans les baisses des besoins énergétiques, des baisses des échanges liquidiens, des baisses des principes dynamiques. Donc automatiquement, une augmentation de densité, sa substance fondamentale va capter l'H2O, hein, elle va tout simplement se dessécher. Il va y avoir un emprisonnement de l'H2O, de l'eau à travers l'acide hyaluronique. Et cette substance fondamentale étant beaucoup plus dense, moins fluide, un peu comme une confiture qui serait trop sucrée, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Elle va diminuer les capacités de glissement entre les fibres d'élastine, collagène et réticuline. Donc automatiquement, les capacités d'adaptation fibrillaire. Il va y avoir une augmentation de la sensibilité puis par accumulation des neurotransmetteurs au niveau synaptique et automatiquement une diminution de la mobilité et de la motilité. Ce qu'on appelle un changement d'état, une diminution de la fonction. C'est l'aboutissement de ce qu'on appelait, hein, nous, dans le temps, la lésion tissulaire réversible. Alors maintenant, on se focalise beaucoup sur la dysfonction. On verra ensemble que la dysfonction n'est absolument pas la lésion, c'est tout l'inverse. Hein, il ne faut pas avoir peur de parler de lésion, car elle est véritablement présente. Hein. On a véritablement une perturbation des qualités à la fois mécaniques, neurologiques, neurovégétatives du tissu conjonctif qui va perturber tout son environnement. Environnement articulaire, environnement viscéral, environnement neurologique, tout l'environnement du tissu conjonctif. Cette lésion tissulaire, hein, c'est un peu voilà, un résultant, hein, une résultant d'un mauvais fonctionnement à la fois de la vascularisation, hein, de tout le système métamérique. Hein. Il va y avoir un réflexe dit orthosympathique, hein, on le verra un petit peu plus tard, juste après. Hein, donc, une mise en danger hein, de ce système métamérique par agressivité. Hein, et il va y avoir une sorte de rétraction et une sorte de perturbation un peu du système neurovégétatif avec ses capacités de vasoconstriction, vasodilatation. S'il y a une diminution de ces capacités de vasoconstriction, vasodilatation, une mauvaise régulation, on va parler de dérégulation du système neurovégétatif, en particulier du système orthosympathique, et ben, ça va tout simplement perturber la vascularisation de ce tissu conjonctif et donc ça va perturber tout l'ensemble avoisinant et tous les liens hein, qui vont être automatiquement liés à cette perturbation. Nous ne sommes que fluides, effectivement, circuler, il n'y a rien à voir. Vous voyez, hein, on parle aussi de fluide. Alors, c'est vrai qu'en ostéopathie, on entend un peu de tout, hein, ostéopathie structurelle, fonctionnelle, fluidique, etc. Mais sachez qu'on fait un peu tous la même chose finalement. Il n'y a pas de différence. Il ne faut surtout pas en créer qu'on fasse, qu'on est plus tenté à faire du structurel, plus tenté à faire du musculaire, plus tenté à faire des techniques fluidiques, plus tenté à faire des techniques fonctionnelles. Finalement, on en revient toujours à la même chose. On est avant tout des conjonctifologues, pardon. Donc, on s'intéresse essentiellement donc au tissu conjonctif, même qu'on fasse du crânien, qu'on fasse du viscéral, etc. Ce tissu conjonctif, par le biais de systèmes neurotatifs, va donc permettre cette autorégulation et cette capacité qu'a notre corps à s'adapter à notre environnement, c'est-à-dire l'homéostasie. C'est le grand régulateur. C'est un système triphasé, exactement comme un système électrique triphasé. On va avoir donc notre système nerveux orthosympathique qui va servir un peu de lien entre le système nerveux cérébrospinal et le système nerveux parasympathique, c'est-à-dire entre notre vie de relation et notre vie végétative. Notre vie de relation, c'est nos muscles striés, c'est notre communication. Notre vie végétative, ça va être notre vie de récupération, notre vie un peu de restauration et de régénération. Eh ben, le système orthosympathique, il va faire un peu une balance hein, entre les deux systèmes. Il va tantôt s'occuper de l'un, tantôt s'occuper de l'autre, un peu comme un vase communicant. Il va permettre de réunir un peu les deux ensemble, hein, la vie végétative et la vie de relation, car on ne peut vivre que de relations et on ne peut vivre également que de vie végétative, c'est pas possible. La vie, c'est un équilibre entre les deux. La vie de relation, c'est nos capacités effectivement à s'intéresser à l'autre, c'est la capacité aussi de fuir, de combattre, c'est la capacité de s'adapter,
à notre environnement. Et une fois qu'on a cette adaptation environnementale, eh ben, pour diverses raisons, on va avoir des périodes un peu plus de stress, hein, parfois, un peu plus où il va falloir trouver de se fuir, retrouver à combattre, un peu comme la gazelle qui fuit dans la brousse. Il va falloir qu'elle trouve des solutions pour pas se faire dévorer. Et ben, on est un peu là, on a un peu la même chose, hein. On est aussi, nous, quelque part dans la vie, un système qui cherche à ne pas se faire dévorer et cherche à s'adapter. C'est ce qu'on appelle la relation. Et quand on a besoin de se reposer, quand on a échappé au danger par la fuite, ou quand on a réussi à combattre, eh ben effectivement, il va falloir se restaurer, récupérer et récupérer cette énergie qu'on a perdue, pour ne jamais, bien sûr, être en souffrance d'énergie ou être en perte d'énergie. On verra un peu plus tard que notre cerveau est conceptuellement constitué comme ça. Il est toujours sur un mode de survie et toujours sur un mode d'économie énergétique maximum. Donc, dès l'instant où la vie de relation est quelque part un peu en stand-by, en pause, c'est la vie végétative qui va prendre le relais. Et ben, ce système nerveux végétatif, ce système orthosympathique, va faire cette balance, hein, cette vase communicant entre nos deux systèmes. C'est un système d'équilibre. Donc, on va effectivement retrouver l'orthosympathique partout. Lui, il est pareil, omniprésent, hein, dans le corps humain, hein, comme le tissu conjonctif, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, le tissu conjonctif et l'orthosympathique sont intimement liés. Alors que le parasympathique, lui, vous le savez, il est plutôt crânio-thoraco-viscéral. Ok. Le parasympathique va plutôt être notre système vital. Donc automatiquement, il va s'occuper de la régénération et bien sûr du maintien de notre vitalité, hein, notre vitalité à la fois cérébrale, notre vitalité cardio-pulmonaire, notre vitalité thoracique, enfin, viscérale, les maintient tout simplement de nos systèmes de survie. Ok. Alors que l'orthosympathique, c'est un système qui va plutôt réguler la vascularisation, un peu comme une vanne thermostatique d'un radiateur. Il va agir un peu de la même façon. C'est très compliqué, hein, dans une maison d'avoir une température optimale dans toutes les pièces. Et c'est pour ça qu'on vient placer, hein, des vannes thermostatiques sur les radiateurs pour essayer d'avoir une homogénéité, hein, au niveau de la vascularisation, avec des zones qui sont plus vascularisées que d'autres en fonction des besoins. Hein, évidemment, hein, quand on court dans la brousse, on a plus besoin de vascularisation périphérique, surtout au niveau musculaire, de vascularisation cérébrale et de vascularisation, bien sûr, pulmonaire. Il nous faut du sang, de l'énergie, hein, de la nourriture dans notre cerveau, dans notre cœur lui-même et bien sûr dans nos membres pour pouvoir fuir effectivement le prédateur qui veut bien sûr nous dévorer. On a aussi les vannes périphériques, hein, les vannes cutanées qui, elles, vont se fermer pour éviter, si on se blesse, de faire une hémorragie. Et quand on aura fini de fuir ou de combattre, on va se reposer. Et c'est là où le parasympathique va agir et la vascularisation va basculer entre notre système périphérique vers notre système interne, notre système vasculaire, notre système viscéral, pardon, pour pouvoir automatiquement profiter de cette régénération et profiter de la nourriture et de la restauration de notre système énergétique. Donc l'orthosympathique, vous comprenez très vite que ça va être un petit peu ce qui va nous intéresser. Alors je ne vais pas développer, on va développer la technique après bien sûr, je ne vais pas développer tout le système neurogétatif ce soir, hein, mais vous pourrez retrouver, hein, sur la chaîne YouTube, hein, il y a un webinaire destiné totalement au système neurovégétatif, hein, je vous mettrai les liens pour pouvoir comprendre un petit peu mieux, encore plus, on va dire, ce qu'est le système neurovégétatif. Vous comprenez bien que le système neurovégétatif, on le voit, hein, il a deux systèmes synaptiques. Il a un système synaptique latérovertébral, destiné donc à la périphérie, et il a un système synaptique prévertébral, ok, ou aortique, antéaortique, destiné au système viscéral. On voit bien que le système orthosympathique fait, hein, ce vase communicant entre à la fois le système somatique, c'est-à-dire notre système périphérique, notre système de défense, et notre système viscéral, notre système, bien sûr, de régénération.
Alors, au-delà de tout ça, ce qui va nous intéresser, nous, dans la technique structurelle, c'est justement l'apport d'un nerf qu'on parle peu, qui fait exactement ce pontage entre le système nerveux périphérique et le système nerveux végétatif. C'est ce qu'on appelle le sinus vertébral de Louchka, qui est un nerf mixte à tous les étages, ok, et qui va réunir quelque part sur le plan neurologique la sensibilité de la capsule, la sensibilité du ligament jaune, la sensibilité du ligament longitudinal postérieur, de l'anneau fibreux également discal, de la dure mère, hein. Et il va faire une connexion entre le conjonctif, on va résumer hein, ça comme ça, il va faire une connexion entre le conjonctif articulaire vertébral et donc le système neurovégétatif. C'est véritablement un nerf qui nous permet de dire que oui, la technique structurelle, ça marche. Je peux vous le garantir. Je fais du structurel depuis plus de 20 ans maintenant. Mon cabinet ne désemplit pas. Et le structurel, ça marche. Ça donne des très bons résultats. Bien sûr, on va le voir ensemble quand il respecte certaines règles. euh, et bien sûr, quand il est fait entre guillemets, dans les règles de l'art. Mais ce nerf sinus-vertébral, je vous ai mis plusieurs références, hein, vous les regarderez, il est rarement décrit. C'est vrai qu'on en parle peu de ce nerf sinus-vertébral. Mais il est très important car justement, il va permettre à cette technique structurelle d'amener ce réflexe, ce contingent orthosympathique métamérique qui va faire qu'on va avoir une modification des capacités d'adaptation métamérique et automatiquement des modifications des capacités des capacités d'adaptation du tissu conjonctif. Donc c'est un nerf très important qui pourtant a été décrit maintenant depuis bien longtemps hein, par Deribé. Hein. Je vous montrerai ensuite les travaux de Deribé et les recherches de Deribé. Donc on voit bien sur ce schéma hein, que ce nerf un sinus vertébral fait une boucle réflexe entre le nerf rachidien, le nerf donc spinal, hein, le ganglion latéro-vertébral et tout le système, quelque part, conjonctif entre la face postérieure du disque, le ligament jaune, le ligament longitudinal postérieur, l'articulation ici, hein, tout ce qui va être capsulaire. Ce nerf sinus-vertébral va créer des interneurones, va créer un pontage hein, donc entre la corne postérieure et la corne antérieure de la moelle épinière et va donc, par action réflexe, stimuler l'orthosympathie à travers donc ce ganglion latéro-vertébral. Ce nerf sinus-vertébral, il est décrit par le docteur Deribé, hein, qui est un neurochirurgien, professeur donc à la faculté de médecine d'Alger. Donc c'est vieux, hein, c'est des textes qui sont très anciens, dont on trouve peu. Hein. Donc vous voyez, 1955. Et il a enfin, il a écrit un livre qui n'est plus édité aujourd'hui. On le trouve encore dans les facs de médecine, mais on n'arrive pas à le sortir, c'est bizarre, hein, sur justement le système nerveux de la vie végétative. À peu près 450-500 pages à peu près. Donc tout le système végétatif est décortiqué. Il y a bien sûr le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Donc il a décrit les trois systèmes nerveux. Et déjà à l'époque, il décrivait donc ce nerf sinus vertébral comme des fibres allant directement hein, donc, du ganglion sympathique caténaire à certains organes et directement également donc, au système périphérique. On voit qu'il a des anastomoses réciproques avec ce qu'on appelle les rameaux communicants, en particulier bien sûr les rameaux communicants blancs. Ok. Donc ce nerf sinus vertébral, c'est la clé, hein, donc la clé de la technique. C'est grâce à ces capacités de lien entre le système nerveux périphérique, entre le système nerveux viscéral et le système on va dire, conjonctif périarticulaire, qui va faire que notre technique va pouvoir nous apporter, si encore une fois elle respecte certaines conditions, nous apporter un déclenchement du système orthosympathique, donc un déclenchement de la vascularisation, donc une modification de ce tissu conjonctif par apport sanguin. On sait que le tissu conjonctif, aujourd'hui, ça
on le sait depuis longtemps, parce qu'on retrouve effectivement des thérapies, des traitements, quels que soient les pays, quelles que soient les civilisations. Hein, on voit bien que on a le hammam, on a le sauna, on a diverses pratiques, on a les massages bien sûr en Asie, on a des techniques en Amérique latine, et quelles que soient les techniques, ça revient toujours au même. C'est faire vasculariser, faire chauffer, assouplir, relâcher, détendre. Ça va toujours être le même principe. Ça va être tout simplement apporter de la chaleur et de l'humidité à ce tissu conjonctif. Dès l'instant où un tissu conjonctif baigne dans la chaleur et baigne dans l'humidité, il s'assouplit automatiquement. Ça aussi, hein, alors, on va faire un peu de cuisine ce soir, mais également dans tous les pays du monde, il y a toujours ce qu'on appelle les fameux plats mijotés, ces fameuses viandes un peu antérieures, ces fameuses parties antérieures de l'animal, les épaules en particulier, qui sont très conjonctives, qui ont besoin de mijoter longtemps, très longtemps, à basse température dans l'humidité pour pouvoir s'attendrir et pour pouvoir être mangeable. Et bien, quelque part, c'est un peu la même chose avec le système vasculaire. C'est-à-dire que quand on va apporter du sang, c'est-à-dire de la chaleur et de l'humidité, on va provoquer des modifications chimiques au niveau de la substance fondamentale. Ça va provoquer également une hydratation de ce système, enfin une réhydratation de ce système conjonctif, donc automatiquement des modifications fibrillaires. Alors ça, voilà, Jean-Claude Gaberto l'a démontré, redémontré et re-redémontré à travers tous ses travaux et à travers toute sa passion qu'il a pour le tissu conjonctif. Il en a fait des vidéos, il en a fait des analyses endoscopiques, il a travaillé avec les meilleurs chirurgiens du monde sur ce sujet et il a mis en évidence justement ses capacités géniales qu'a le tissu conjonctif d'adaptabilité dès l'instant où il présente des conditions d'hydratation et des conditions de température idéales, il va pouvoir justement mieux s'adapter et automatiquement mieux adapter la cellule noble. Donc le réflexe orthosympathique, c'est un réflexe qui va d'abord faire une vasoconstriction pour ensuite faire une vasodilatation. Il va d'abord y avoir une fermeture de la capillarité, pour ensuite, bien sûr, se relâcher. Donc, c'est une diminution de l'orthosympathique. D'abord, il y a une augmentation de l'orthosympathique, vasoconstriction, puis diminution, relâchement de l'orthosympathique, ce qui va provoquer donc une vasodilatation. C'est ce qu'on appelle la régulation orthosympathique. Attention, ce n'est pas le para qui provoque cette vasodilatation, c'est tout simplement un relâchement de l'ortho. Donc l'ortho a ses capacités soit d'augmenter, diminuer, pour adapter tout simplement la perfusion à la fois des téguments, la perfusion du muscle, la perfusion des glandes, la perfusion de tous nos systèmes. C'est également bien sûr la piloérection et la sudation. Ça va améliorer les échanges liquidiens, améliorer l'hydratation de la chaleur, modification du conjonctif, ça je vous en ai parlé, restauration des échanges synaptiques, amélioration des flux, perfusion des nages. C'est ce qu'on appelle un peu le bouleversement neurogétatique. C'est un peu quand on prend une claque, on rougit, c'est la même chose. Euh, on peut bien sûr avoir un effet mécanique sur l'orthosympathique, mais on pourra le voir un peu plus tard dans notre webinaire, justement toute l'implication également de l'émotionnel. Parce que vous savez très bien que l'émotionnel provoque aussi un réflexe orthosympathique. Quand on est ému, on rougit, tout simplement. C'est un réflexe orthosympathique. Parfois aussi, quand on est insulté, on donne un coup de boule lors d'une finale de Coupe du Monde de football. Euh, voilà, ça, ce sont des réflexes orthosympathiques. Ce sont des réflexes soit de défense positive, soit effectivement de défense un peu plus négative. En tout cas, ce sont des réflexes de défense. Et il va y avoir donc une restauration quelque part de l'homéostasie et un retour à la santé. Quelque part, avoir un choc orthosympathique, avoir un orage orthosympathique, eh ben, c'est bénéfique pour la santé. Alors, c'est parfois, bien sûr, pas très agréable. C'est un peu ce qu'on retrouvait avant chez nos patients. Ils appréciaient quelque part après une séance d'ostéo, qu'il y ait 3 4 jours un peu fatigué, KO, grippal. On était un peu dans ça. Aujourd'hui, nos patients, ils pensent qu'en venant chez nous, dès qu'ils vont sortir, ils vont être beaucoup mieux. Ce qui est une absurdité,
totale absurdité. L'ostéopathie, c'est pas du bien-être. L'ostéopathie, on n'est pas là pour faire du bien. Ça, c'est totalement faux. On est là pour apporter du mieux. C'est toute la différence. Il y a une grande différence entre faire du bien et apporter du mieux. Faire du bien, c'est pas forcément adapter les gens, c'est les caresser dans le sens du poil. Apporter du mieux, c'est leur redonner des capacités d'adaptabilité. Ça, c'est différent. Et dès l'instant où on va aller dans la structure, dès l'instant où on va aller dans la structure conjonctive, hein, je dis bien encore une fois, cette structure conjonctive, c'est ça qui m'intéresse, c'est bien plus que la technique structurelle, et ben automatiquement, derrière, il va y avoir des effets un peu, on va appeler indésirables. Indésirables, mais désirés. Car c'est cet état un peu grippal, c'est cet état un peu courbature qui prouve que justement la séance a été efficace. Alors malheureusement, les médias ont apporté des fausses informations sur l'ostéopathie en présentant ça comme du bien-être, en présentant ça comme on est une séance d'ostéopathie, ça fait du bien, c'est génial. Un bon massage du cuir chevelu, ça fait énormément de bien aussi, hein. Donc il faut savoir un peu ce qu'on veut. Donc non, non, là, quand on va travailler dans la structure, eh ben, il y aura derrière, effectivement, quelque part, ce retour à la santé se mérite et il va y avoir derrière euh, bah, des réactions qui ne sont pas forcément toujours agréables, mais nécessaires. Donc la modification de l'état conjonctif, elle est réflexe. Donc la technique doit être réflexe. Une activité réflexe est produite par un arc réflexe, le mécanisme de réponse intégré d'un centre nerveux sans intervention du cerveau et de la volonté consciente. Pour être réflexe, donc il faut provoquer, hein, donc une action, provoquer un arc réflexe entre l'afférence et l'efférence, qui est métamérique, hein, qui n'intègre pas les centres supérieurs, et il va falloir faire une technique bref, intense et isolée. Ce bref, intense et isolé, il est très important. Là où on va avoir parfois des techniques qui vont être trop douces, ben, automatiquement, elles seront beaucoup moins réflexes. Et donc, on va parfois avoir du mal à atteindre ce réflexe orthosympathique et cet orage vasculaire. Donc, pour atteindre cet orage vasculaire, il va falloir être bref, intense et isolé. Ça ne veut pas dire violent, ça ne veut pas dire méchant, ça n'a rien à voir. Ok. Il va falloir être un peu ce petit coup de fusil, hein, cette petite pichenette, cet ébranlement qui va faire que ça va nous provoquer effectivement cette émotion, hein, cette émulsion vasculaire qui va pouvoir modifier le tissu. Par exemple, vous voyez, bah, il ne faut surtout pas mettre en tension. Pour être réflexe, il faut surprendre. Donc, pas de mise en tension. Là, on arrive au savoir-faire. Effectivement, encore une fois, j'enseigne en école d'ostéo, j'enseigne également en postgrad et j'observe aussi, un peu comme tout le monde, ce qui se fait sur YouTube, ce qui se fait surtout sur Instagram. Et on voit effectivement des techniques avec des mises en tension, mais catastrophiques. Euh, Comment voulez-vous obtenir un réflexe orthosympathique quand on met de l'hypertension au niveau donc articulaire? Bah, plus vous allez être prévenu que vous allez quelque part recevoir une action réflexe, on va dire ça comme ça, une action en tout cas, plus vous allez préparer votre défense. Et plus le patient va se défendre, moins votre action réflexe sera efficace. Alors oui, ça craque, oui, évidemment, ça craque. Mais ça ne fait que craquer. Il n'y a derrière aucun effet, à part peut-être un effet placebo, mais sinon, voire un effet douloureux, voire parfois un patient qui va vous dire: ah non, ça plus jamais, je ne veux plus pas, jamais avoir ça, parce que effectivement, trop de mise en tension, ça fait mal. Trop de mise en tension va nous apporter effectivement des réactions de défense qui vont se traduire par des contractions musculaires réflexes, pour le coup, elles, de défense, qui va faire que le patient, bah, il va sortir plus mal qu'il n'est rentré. Donc déjà, vous voyez, petit exemple sur une C7T1 en hyperrotation, bah, j'aimerais pas être le patient, là. Pour le coup, j'aimerais pas être le patient. Donc nous, ce qu'on va provoquer, oui, attendez, hop, on va tout simplement
Regardez, hein, je vais vous montrer une technique. qui va re- voilà. On va revenir là-dessus. Hop. Où on voit très peu de rotation et un geste vif, ok, qui permet justement de déclencher ce réflexe. Je vais remettre. Voilà. Avec un minimum de rotation. Donc ça, c'est important. On a trop tendance aujourd'hui à mettre trop de rotation, que ça soit en cervical, mais aussi en lombaire. On voit ici sur une technique lombaire, hein, je vais mettre très peu de rotation. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le rachis lombaire, les facettes sont sagittales. Sur des facettes sagittales, comment voulez-vous que ça tourne? Le seul potentiel de rotation donc, au niveau des lombaires, c'est D12L1. Pourquoi D12L1? Parce qu'au niveau de D12L1, au niveau de D12L1, les facettes sont plus trop dorsales et elles ne sont pas encore lombaires. Elles sont à peu près à 45 degrés. Donc effectivement, c'est entre D12L1 qu'il va y avoir le maximum de rotation. D12L1, ça va représenter 75% de la rotation lombaire sur un seul étage. Les 25 autres pourcents sont diffusés dans les autres étages. Il fait que, on va dire, allez, sur un étage, on va retrouver 4, 5, 6 degrés de rotation. OK? Donc sur une facette, quelques degrés de rotation. Donc le rachis lombaire, ça ne tourne pas, hormis des 12 L1 bien sûr. Ça ne tourne pas. C'est pas fait pour tourner. Ça s'incline, oui, mais ça ne tourne pas. Également, hein, donc, quand on regarde l'anatomie de L4, L5, c'est très obané. Les ligaments iliolombaires ne sont pas du tout dans un plan frontal, ils sont dans un plan transversal, un peu comme des harnais qui vont empêcher, pardon, qui vont empêcher le système de tourner. Donc, comment voulez-vous faire tourner des vertèbres qui ne sont pas dédiées à la rotation? On a très très peu de rotation. Les deux segments qui tournent le plus dans le corps humain, ça va être D12 L1, effectivement C1. Voilà, il y a du 1 partout, hein, donc soit L1 sous D12, effectivement, soit C1 sur C2. C'est les deux grosses zones de rotation au niveau rachidien. Donc, le rachis lombaire, c'est pas fait pour tourner. Or, vous pouvez vous rendre compte que bon nombre de praticiens en structurel eh ben, vous mettent des rotations bien au-delà des capacités. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une réaction musculaire, carré des lombes, spinaux, les multifides, etc., qui va générer derrière un blocage, qui va générer une douleur, qui va générer une tension. Et vous allez avoir encore une fois des patients qui vont avoir des mauvaises expériences. On remontre encore une fois cette vidéo et on voit que je manipule une lombaire, ben, je la manipule en inclinaison, surtout pas en rotation, avec un mouvement qui va être ce qu'on appelle un peu HVLA, haute vélocité, basse amplitude. Je vous ai montré ici, je vous ai mis quelques études, deux études, hein, deux études que j'ai prises sur PubMed. Donc, traduit, là, je les ai fait traduire en français, bien sûr, parce que PubMed, c'est en anglais, qui montrent bien hein, que la thérapie manuelle, ou en tout cas la modification structurelle, la technique structurelle, eh ben, améliore considérablement les patients qui souffrent de lombalgie chronique. Hein, on voit dans cette étude qui est de 2003, bon oui, elle a un peu d'âge, c'est vrai, mais elle montre effectivement hein, que on a une amélioration significative plus importante que la thérapie par l'exercice. Donc, on pourrait en rajouter, il y en a pas mal d'études, hein. Euh, je reviendrai un peu plus tard là-dessus, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire tout un condensé d'études sur justement l'apport des techniques de la structure, sur l'efficacité de ces techniques. Mais on voit hein, à travers déjà cette étude qu'effectivement, hein, sur la lombalgie chronique, on a une amélioration. On a également une amélioration entre les trois techniques de physiothérapie manuelle, Trust et surtout sans Trust. On voit dans la dernière courbe ici, hein, donc la courbe avec Trust, que sur 6 mois, on a une amélioration un peu plus importante que justement avec les techniques non Trust. Donc l'apport quelque part
de ce côté orthosympathique, de l'apport de ce côté modification du tissu conjonctif, dès l'instant où, bien sûr, la technique est faite avec ces conditions, va apporter une amélioration significative du traitement et de la douleur. Bien sûr, entendons-nous bien, le lombalgique chronique, s'il ne se prend pas en charge, s'il n'améliore pas ses autres paramètres et en particulier ses autres variables, on verra par la suite, il va récidiver. La technique structurelle, et j'ai envie de dire toutes les techniques, quelque part, n'apportent pas de résultat à 100%, pardon, sur le système lombaire, sur la lombalgie chronique, dès l'instant où le patient ne se reprend pas en charge. On est là un peu comme des catalyseurs, on est là un peu comme des boosters. On va apporter des solutions à notre patient, on va proposer cette modification conjonctive, mais dès l'instant où il ne va pas modifier son hygiène de vie et dès l'instant un peu où il ne va pas modifier un peu ses capacités lui-même d'adaptabilité, eh ben, ça va récidiver et il viendra vous revoir. Après, c'est un choix, hein. J'ai des patients qui ne veulent pas entendre parler d'exercice, ne veulent pas modifier leur alimentation. Bah ouais, ils reviennent plus souvent. Ça, c'est vrai. Bah, c'est comme ça. Donc, il faut l'accepter. Donc là, quelque part, hein, on voit ici que les techniques Trust, bah oui, elles sont scientifiquement prouvées plus fiables. Et en tout cas, sur la durée, plus efficaces sur la durée. Mais encore une fois, il faut que cette technique Trust soit faite avec le respect du réflexe, avec le respect de la non-violence et avec le respect effectivement de la qualité du trust. Comme disait Terra Morsi, on ne frappe pas la porte, on frappe à la porte. On voit ici hein, sur ce schéma hein, cette fameuse modification du tissu conjonctif, hein, ce qu'on appelle la lésion tissulaire réversible, hein, nous on appelait le domaine de fonctionnement fragilisé. Attention, c'est interdit, on ne rentre pas là, car on ne peut pas préjuger de l'état de la structure. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas préjuger des capacités qui ont été perdues. Un patient qui va venir avec un torticolis, vous pouvez très bien effectivement avoir une rotation correcte à droite et une diminution d'amplitude à gauche. Quelle est la quantité d'amplitude qui est perdue? Vous n'en avez strictement rien. Vous ne savez pas, avant de venir, avant ce torticolis, ce qu'était capable de faire le patient. J'ai mis ici un panneau attention hein, dans cette zone ici assurée, dans cette zone lésion tissulaire réversible, car la quantité de tissu qui est perturbée, on ne la connaît pas. Et on ne connaît pas en plus cette qualité. Donc, la qualité du trust va être très importante, car la qualité du trust va nous donner justement l'information réflexe orthosympathique. S'il y a sur-information réflexe, ça va être considéré comme une agression. Et automatiquement, à une agression, réponse, une agression. On agresse le patient, il va lui-même nous agresser. Alors, il va lui-même nous agresser bah, soit par un high, soit pour une douleur, soit plus jamais ça, soit par une réaction musculaire intense, etc. En tout cas, si le trust est invasif, si le trust est considéré par le corps humain comme une agression importante, il va y avoir une réponse à cette agression. Donc, le dosage du trust, la qualité du trust va être primordiale. Elle va dépendre effectivement aussi du slack. Et je n'ai pas mis mise en tension, on appelle ça le slack, la réduction du jeu articulaire. Cette réduction du jeu articulaire, elle va se faire bien sûr avec, encore une fois, des conditions particulières, avec une gestuelle particulière. Il va falloir écouter la réponse du tissu. On verra effectivement un peu plus tard que cette qualité de slack et cette qualité de trust, c'est ce qu'on appelle les règles de la manipulation, vont être incontournables à la qualité de la manipulation. Et si cette qualité n'est pas respectée, automatiquement, il va y avoir derrière une réponse importante et une réponse d'agressivité à l'agressivité. Attention, ne pas confondre dysfonction et lésion. Moi, je parle bien de lésion tissulaire. Je ne parle pas de dysfonction. Parce que la dysfonction, c'est ce qui reste encore fonctionnel. La dysfonction, c'est ce qui reste encore habituel. Quand on parle de technique fonctionnelle, ben finalement, on fait fonctionner ce qui fonctionne déjà. On ne restaure pas ce qui ne fonctionne plus. Ok. Alors, bien sûr, les techniques fonctionnelles vont être très intéressantes et utiles là où il n'y aura plus de
possibilité de restauration de ce DFA, de ce DFF. Quand on est sur des lésions irréversibles, quand on est sur des lésions dégénératives, quand on est sur un système conjonctif qui de toute manière est fibrosé et ne pourra plus se restaurer, là oui, il faudra passer par des techniques fonctionnelles. Il faudra faire un peu mieux fonctionner ce qui est capable de fonctionner pour compléter, suppléer, ajuster les autres structures qui, elles, malheureusement, ne fonctionneront plus. Mais dès l'instant où on a des capacités de restauration de cette adaptabilité, ben, il ne faut pas s'en priver. Parce que si on fait mieux fonctionner ce qui fonctionne déjà et qu'on oublie ce qui est capable de refonctionner, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on suradapte nos patients. On les entretient dans leur désadaptation. On leur met des tuteurs un peu partout jusqu'au jour où ben, les tuteurs tombent. Et là, le patient tombe de haut. Donc, c'est un peu ce qui se passe parfois quand on essaie de surcompenser nos patients. C'est pas le but, hein. Le but, effectivement, moi, c'est de voir mes patients le moins possible. C'est pas de les voir le plus possible, hein. Moi, quand un patient vient une fois tous les 3 ans, ben, ça me va bien. Parce que ça prouve que justement, il a moins besoin de moi. Moins il a besoin de moi, mieux il est adaptable et mieux il sait s'adapter à son environnement. Un patient qui vient tous les mois, bah, pour moi, ce n'est pas un gage de réussite. Ça veut dire que quelque part, soit effectivement, il est dans des conditions dégénératives qui, malheureusement, ne lui permettent pas de se restaurer. Donc, bah, on fait ce qu'on peut, comme on dit. Soit il vient tous les mois parce que je fais mal mon travail parce qu'il n'a pas besoin de moi tous les mois. Il a besoin peut-être de moi une fois de temps en temps, mais surtout pas tous les mois. Donc, dysfonction, cause ou conséquence, pour moi, attention, quand on traite des dysfonctions, n'ayons pas la prétention de traiter des causes. On traite des conséquences. Ok. Traiter des causes, c'est traiter la lésion tissulaire. Ce n'est pas traiter la dysfonction. C'est là où on va aller faire la différence entre un test de mobilité et un test de densité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le test de mobilité. Oui, le test de mobilité permet de nous renseigner, de nous informer. Effectivement, ça nous donne des indications. Mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est surtout le test de densité. C'est d'aller chercher ses qualités conjonctives, voir comment le conjonctif réagit. Est-ce que c'est gros, dur et sensible quand on y touche? Le quand on y touche est très important parce qu'on va essayer justement de mettre en évidence ce qu'on appelle des lésions muettes, des hippos, hein, des structures qui ne fonctionnent plus assez et qui vont entraîner, qui vont euh, compenser, qui vont entraîner des compensations par des hyper. Et ce n'est pas l'hyper qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher l'hypo. C'est d'aller chercher justement celle qui ne fonctionne pas et qui ne dit rien à personne, hein, ce qu'on appelle un peu la feignante. Ok. C'est ça qui va être intéressant, c'est d'aller chercher ces structures. Évidemment, on va retrouver ces structures là où il y a du conjonctif, là où il y a effectivement de la stabilité quelque part, hein. Pas de l'instabilité, de la stabilité, peut-être trop de stabilité, trop d'ancrage, hein, trop d'enracinement. Trop d'ancrage, trop d'enracinement va créer cette hyperstabilité. Et cette hyperstabilité de certaines structures vont entraîner bien sûr des hyper-instabilités d'autres structures. Et ce qui va être intéressant de comprendre, c'est l'équilibre bien sûr entre les deux. Le slack, c'est surtout pas une mise en tension. Ça serait une erreur de penser ça. Moi, je ne parle pas de mise en tension. J'aime pas ce mot. Parce que pour moi, le mot mise en tension, bah, c'est justement mettre de la tension. Ok. Alors là, plus loin, tension. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'attention d'un seul mot. Mettre de la tension, bah, c'est automatiquement prévenir le système neurovégétatif et surtout tout le système neurologique, quelque part, bah, qu'il va recevoir un trust. C'est prévenir le système que, il va recevoir une action, qu'il va recevoir une gifle. Et plus le système est prévenu, moins il va réagir de façon positive. Il va souvent surréagir. Et c'est là où vous allez avoir des effets qui vont être indésirables pour le coup, mais pas 2, 3 jours. Ce n'est pas le petit effet courbature, un peu fatigué, un peu grippal de 2, 3 jours. Non, non, là, on va avoir un effet qui peut durer 10, 15 jours, voire même plus. Là, on peut dire qu'on est allé trop loin. On a fait mal à notre patient. Et ce n'est pas ce qui est souhaitable, bien sûr. Le stack, c'est surtout pas un effort musculaire. C'est la translation de notre centre de gravité. On va beaucoup travailler avec notre centre de gravité.
Pourquoi on travaille avec notre centre de gravité? Ben, déjà parce que justement, c'est gratuit. La gravité, c'est gratuit. Ça va nous permettre de mettre aucun effort musculaire. Le fait de ne pas mettre d'effort musculaire, on ne va pas mettre d'action, on ne va pas être violent, on ne va pas mettre de force. Le structurel, c'est surtout pas de la force, ok? C'est de l'ajustement, c'est de l'ébranlement, c'est de l'énergie, ça va être d'impact, effectivement, qui va provoquer une réaction énergétique et surtout pas une réaction de force. On n'est pas là pour se battre avec le patient, on est pas là pour communiquer avec le patient, ok? Il est obtenu par un relâchement contrôlé des muscles érecteurs. On va beaucoup travailler effectivement sur le côté excentrique des membres inférieurs. Vous voyez déjà que avant de vouloir normaliser, manipuler, on peut appeler ça comme on veut, il faut déjà penser à soi. Il faut déjà penser à son positionnement. Le positionnement, c'est la clé de la réussite, c'est le secret de la réussite. Il va falloir respecter certaines règles. Manipuler, c'est surtout pas appuyer, mais c'est s'appuyer. La quantité de gestes, elle va s'écouter au niveau des coudes et de l'humérus, et surtout pas au niveau des mains. Les mains, ça ne sert à rien. Ça va juste être une interface. Mais ça ne sert à rien. Il va falloir pénétrer le tissu, il va falloir réduire le jeu articulaire, ok, pénétrer le conjonctif, tout en étant à l'écoute de sa réaction. Il va falloir écouter les réactions du conjonctif. Si on est trop brutal, si on est trop invasif, que fait le conjonctif? Il va réagir. Il va réagir en se rétractant encore plus. C'est ce que font les patients. Ils se raidissent. Mais relâchez-vous, monsieur, mais relâchez-vous, monsieur. Mais comment voulez-vous qu'il se relâche? Vous êtes en train de le pressuriser, vous êtes en train de l'essorer. C'est impossible. Le patient, il doit pratiquement s'attendre à rien. Il doit se dire, mais là, je ne vais rien sentir. Il est incapable. Là, voilà, il va rien se passer. Ben si, justement, il est parfois surpris. Oh, ça a craqué. Oh, ben pourtant, j'ai rien senti. Ça n'a pas fait mal. Ben oui, non, effectivement. Le crack ne fait pas mal. La technique ne fait pas mal. OK? Dès l'instant, encore une fois, où on respecte toutes ces règles. Donc, le déplacement de notre centre de gravité, c'est cette réduction du jeu articulaire. On va écouter notre centre de gravité. Pourquoi on écoute notre centre de gravité et pas nos mains? Parce que notre centre de gravité, c'est notre méga propriorécepteur. Hein. On va parler tout à l'heure de variable posturale. Ben, notre centre de gravité, c'est notre variable posturale. Et notre centre de gravité, c'est quelque part ce qui règle aussi notre propre équilibre. Comment voulez-vous espérer remettre de l'équilibre chez votre patient si vous-même, vous ne respectez pas votre équilibre? Donc, quand on manipule, quand on normalise, mais j'ai envie de dire, quand on fait du crânien, du viscéral, tout ce que vous voulez, quand on traite nos patients, il faut toujours être à l'écoute de notre centre de gravité. Ça veut dire que nous sommes à l'équilibre. Et vous le savez très bien, vous avez déjà fait des sports un peu, on va dire peut-être des sports mécaniques, du ski, tout ce que vous voulez, des sports aériens. Dès l'instant où notre centre de gravité bouge d'1 centimètre, tout de suite, on en perçoit ce changement. Par l'étude et par la perception des changements de notre centre de gravité, on va pouvoir identifier effectivement les qualités conjonctives de l'autre, de notre patient. Il n'y a aucun nerf entre nous et le patient. On ne sent rien chez l'autre. On ne sent que les modifications de l'autre chez nous. C'est pas pareil. C'est les modifications des sensations gravitationnelles du thérapeute à travers le patient qui vont permettre justement d'analyser ces qualités conjonctives. Quand est-ce qu'on va savoir qu'on est quelque part au bon endroit? Eh bien, quand on est à l'équilibre avec notre patient et pas justement dans le déséquilibre. Si pour vous, manipuler, c'est physique, si pour vous, manipuler, ça vous fait suer des gouttes, si quelque part pour vous, manipuler, c'est plus difficile que ce que le patient supporte, ben, c'est que vous manipulez mal. Hein. Alors bien sûr, on va parler gabarit, évidemment. On va me dire oui, mais certains ont des gabarits plus faciles que d'autres. Pour ceux qui me connaissent, moi je fais plutôt 1,74 m et 85 kilos, donc oui, j'ai un gabarit plutôt, on va dire, lourd. Ma première remplaçante que j'ai eue au cabinet, c'était tout l'inverse. Elle faisait 1,55 m et à peine 50 kilos, on va dire. Elle avait les mêmes patients que moi.
Et elle s'en est très très bien sortie parce qu'elle a développé d'autres facultés, des facultés justement réflexes, des facultés très énergisantes et une technique tout en vitesse, tout en explosivité. En fait, évidemment, elle ne pouvait pas s'appuyer sur sa masse, elle s'appuyait sur sa vitesse. Le thrust, c'est absolument pas un mouvement, c'est pas une quantité de mouvement. Le thrust, c'est pas une force. Le thrust, c'est une énergie cinétique. C'est un ébranlement, c'est une vibration. Dès l'instant où on va respecter le positionnement, dès l'instant où on sera au juste équilibre avec notre patient, l'ébranlement suffira. Le crack n'est même pas obligatoire. Il ne faut pas forcément vouloir tout craquer et chercher le craquement systématiquement. Ça, c'est totalement faux. Hein, c'est pareil, hein, sur YouTube, on en voit, sur Instagram, on en voit des craquements, parfois même des faux. Le craquement, c'est pas forcément stylé. Non, le craquement, bien sûr, c'est l'applaudissement d'une technique réussie. Mais parfois, bah, la technique est tout aussi bien réussie sans forcément qu'il y ait craquement. Ce qui compte, c'est le message qu'on va faire passer dans notre action réflexe. C'est le message qu'on va faire passer dans notre trust. C'est ça qui compte. Effectivement, c'est l'intention et l'attention, l'attention en un seul mot, ok? Et c'est le message qu'on va faire passer qui va être efficace et non pas le mouvement qu'on va pouvoir faire. Ok. On ne va pas parler de mouvement, on va véritablement parler d'énergie. Les règles de la manipulation, pas forcément tout est décrire, mais vous voyez que les règles de la manipulation, quand je parle de trust, si on décortique les règles en 10 points, le trust, c'est plus rien, c'est que le 10e point. Avant de truster, il y a 9 points à prendre en considération. Il y a déjà le positionnement du patient, être le plus relâché possible. Il y a bien sûr choisir un plan de glissement, une direction et un sens. Et le plan de travail. Le plan de travail, ça commence à être le thérapeute. Pour respecter une technique dite structurelle, il faut respecter la biomécanique et l'anatomie. Je parlais tout à l'heure de l'embarole. Ben oui, les facettes articulaires lombaires, elles sont sagittales. Quand on met un patient en décubitus latéral et qu'on fait tourner, qu'on essore un patient en rotation maximum, on n'est plus du tout dans l'articulaire. On est dans le disque. C'est mathématique, c'est physique. On ne peut pas être dans l'articulaire. On a dépassé les capacités articulaires. On va automatiquement compenser dans un autre système. On ne fait pas une technique articulaire, on fait une technique discale. Alors oui, il y a un craquement parce que effectivement, bah, la- l'articulaire lâche avant. Peut-être que heureusement qu'elle lâche. Parce que quelque part, si on y va trop fort, bah, à la fois ça va craquer et on va se retrouver dans des composantes discales. Pour pouvoir faire une technique structurelle, il faut avant tout connaître le plan de glissement, le plan articulaire. Il va falloir s'inclure dans ce plan de glissement, inclure ce qu'on appelle notre plan de travail dans notre plan de glissement. Et ensuite, il va falloir faire cette réduction du slack, réduction du jeu articulaire par translation de notre centre de gravité. Pourquoi translater le centre de gravité? Pour être à l'écoute. On n'écoute pas avec les mains, on écoute avec notre centre de gravité. Quand vous êtes quand vous faites de l'équitation, quand vous faites du vélo, quand vous faites de la moto, quand vous faites du ski, quand vous faites tous un peu ces sports de vitesse, eh ben, dès l'instant où vous allez être déséquilibré, vous allez en avoir tout de suite la perception. Vous allez, oh là là, il se passe quelque chose, ça ne va pas. Je suis en déséquilibre. OK? Alors qu'à l'inverse, quand vous êtes bien posé, bien assis, bien ancré, vous en avez tout de suite aussi la bonne perception. Eh ben, il va falloir jouer avec ça, entre l'équilibre et le déséquilibre. Il va falloir aller systématiquement chercher l'équilibre à travers notre patient. Notre patient va servir à retrouver notre équilibre, tout en écoutant notre centre de gravité, donc en écoutant les réponses de son tissu conjonctif. Une certaine organisation supra et sous-jacente, évidemment, et le trust, qui n'intervient qu'à la fin. Attention, le trust, c'est pas un mouvement, c'est pas quelque chose que je rajoute à la mise en tension. Surtout pas. Parce que si je rajoute quelque chose à la réduction du jeu articulaire, ce qu'on peut appeler entre guillemets la mise en tension, eh ben, je dépasse la porte. Je ne frappe plus à la porte, je frappe carrément la porte. Et vous rentrez pas chez quelqu'un en frappant la porte. Vous rentrez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas en frappant à la porte. OK? C'est la moindre des choses.
C'est ce qu'on appelle le respect. On va proposer et surtout pas imposer. Frapper la porte, c'est imposer son geste, sa gestualité. Frapper à la porte, c'est proposer sa gestualité. C'est totalement différent. Donc attention, c'est Slack, mise en tension, dont trust, et surtout pas Slack et trust. Donc toutes les techniques qui sont faites en hyper-expiration, où le patient est en expiration maximum et le thérapeute est en expiration maximum aussi, après la mise en tension, quelque chose qu'on rajouterait en plus de la mise en tension, eh ben, automatiquement est invasive et automatiquement va déclencher l'agressivité. Pour rester réflexe, il faut rester à la porte. Il faut surprendre et surtout pas agresser. Je vous montre ici, vous voyez, la position du patient. Donc, je fais attention à la rotation, juste dégager l'épaule et avoir un confort maximum. Le patient doit être en équilibre, ok? Et je dois être capable ensuite de sortir de la table sans qu'il présente de mouvements parasites. Dès l'instant où il y aura des mouvements parasites, eh ben, il y aura une réaction de défense. Donc, le positionnement du patient, le relâchement du patient va être prioritaire. Attention, dans la technique, quand on demande au patient d'expirer, parfois il fait une expiration active et non pas une expiration passive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expiration passive, c'est le relâchement passif du patient et surtout pas le relâchement entre guillemets actif. Parce que si c'est un relâchement actif, ben, ce n'est pas un relâchement. Ça veut dire qu'il contracte des muscles. Donc automatiquement qu'il vient en opposition. Donc ça, c'est important, hein. Le positionnement du patient doit se faire dans l'équilibre et surtout dans le relâchement maximum. On le voit ici, je vais vous expliquer ce qu'on appelle le concept tripodal, cette fameuse translation du centre de gravité. On le voit bien, hein. Je vais utiliser mon centre de gravité, par exemple sur le global du bassin, sur une décoaptation de cheville, et on voit que j'avance mon centre de gravité. Regardez l'élasticité tissulaire. C'est-à-dire que je ne tire pas avec les bras. À partir de là, je me déplace avec mon centre de gravité. Mon centre de gravité avance, recule. Je ne tire pas avance, avec les bras. Recule. Quand je sens une densité qui commence à monter, là, j'accélère. Recule. Avance, recule. Quand je sens une densité qui commence à monter, là, j'accélère. Voilà, on voit bien cet ébranlement. OK? Donc ça, c'est important. Donc, d'aller chercher à la fois hein, l'ébranlement maximum, d'aller chercher la mise un peu surprise de cette énergie, et non pas d'aller tirer, mettre en tension maximum, parce que dans ces cas-là, on va être automatiquement invasif. Alors, je voudrais revenir ici sur ce concept-là. Je n'arrive pas à baisser le son. Attends, juste une seconde. Ça. Partir de là, je vais regarder l'élastique. On voit ici, vous voyez, qu'on va développer ce qu'on appelle le concept tripodal. Le concept tripodal, c'est partir d'une base unipodale, arriver à une base bipodale pour générer ensuite une base tripodale. Je me déplace avec mon centre de gravité. On va déplacer le centre de gravité. Recule. Avance, recule. Et quand je sens une densité qui commence à monter, là, j'accélère avec mes pieds. On va déplacer notre centre de gravité grâce au système tripodal. C'est-à-dire que ce qui va être important au départ, c'est déjà d'avoir de la bipodalité. Déjà d'avoir un bon ressenti sur ce qu'on appelle son polygone de sustentation. Et pour pouvoir translasser son centre de gravité, on a besoin d'un troisième appui. Ça, c'est obligatoire. Si je reste sur deux appuis, automatiquement, je vais rester en bipodal. Je ne vais pas pouvoir translater mon centre de gravité.
il faudra créer un système tripodal à partir d'un troisième appui pour pouvoir translasser son centre de gravité. OK? Ça, c'est très important. Pourquoi un tripode? On a le choix entre trois systèmes. Soit un système bipodal. Un système bipodal, OK, c'est hyper adaptable. Par contre, c'est très instable. Un système quadripodal, une table, c'est très stable, mais c'est peu adaptable. Parce que vous prenez une table, vous coupez 1 mm, 2 mm sur un pied, automatiquement, elle va devenir instable. L'avantage d'un tripode, c'est que c'est à la fois stable et adaptable. C'est-à-dire qu'à travers la gestuelle et à travers surtout la composition de ma technique, à travers la gestion de mon centre de gravité autour de trois points d'appui, je vais pouvoir m'adapter au conjonctif et surtout à la réaction du système conjonctif. Ok. Je ne vais pas chercher justement de la force. Je ne vais pas chercher du cisaillement. Je vais encore une fois chercher à écouter le tissu conjonctif de mon patient par réaction antigravitationnaire. La gravité, ça répond à la loi P égale R, c'est-à-dire le poids du corps est égal à la réaction du sol. Okay. Donc, quand je vais transférer mon centre de gravité, automatiquement, je vais écouter la réaction du patient. Si je transfère trop, le patient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se raidir et la réaction du sol va être supérieure au poids. Si j'appuie trop, c'est l'inverse. J'ai l'impression que moi, je vais perdre de l'équilibre. Donc, la qualité de la réactivité gravitationnaire va répondre justement à cette fameuse lésion conjonctive. OK? Il va falloir être à l'équilibre sur notre patient. Ça va être très important. Alors, on a beaucoup parlé là de techniques structurelles. Il n'y a pas que la technique structurelle. OK. Il y a bien d'autres choses. La technique structurelle, ce n'est pas que, on va dire, des techniques crack. Ça peut être des techniques drop, ça peut être des techniques effectivement de crochetage, ça peut être des techniques musculaires, ça peut être des techniques de Jones, ça peut être des techniques myotensives. C'est encore une fois de la structure. Quand je fais une technique myo-aponevrotique, eh ben, je travaille la structure entre l'aponévrose et la fibre musculaire. Quand je fais des techniques tendineuses, je travaille la technique entre le tendon et la gaine. Quand je travaille des techniques ligamentaires, bah, c'est de la structure ligamentaire. Donc vous voyez que le structurel, attention, le structurel, c'est un concept. Ce n'est pas dédié à un type de technique. C'est pour moi, le structurel, c'est s'intéresser à la structure, c'est s'intéresser à l'anatomie, s'intéresser à ce qui compose notre corps. Et dans ce qui compose notre corps, s'intéresser à ce qui est réversible. Évidemment, on a tous des patients avec de l'irréversibilité. Cette irréversibilité se respecte. Mais il va falloir un peu chercher ce qui est capable de compenser cette irréversibilité. Potentialiser des zones qui sont peut-être un peu réversibles et qui ont perdu un peu les capacités, qui sont un peu, entre guillemets, encrassées, pour pouvoir suppléer, adapter, compléter des zones qui malheureusement sont dégénératives et qui de toute manière ne retrouveront plus leur fonction. Quand on regarde cette fameuse loi structure génère fonction, fonction entretient structure, ben c'est tout ce qu'on va justement essayer de faire. Régénérer des fonctions et quelque part, c'est au patient d'utiliser ces fonctions pour entretenir la structure. Pour moi, faire du fonctionnel, ben, c'est faire de l'exercice. Faire du fonctionnel, c'est aller marcher, c'est 5 km par jour. Faire du fonctionnel, c'est améliorer son alimentation. Faire du fonctionnel, c'est faire fonctionner ce qu'on a remis en fonction. C'est tout simplement l'hygiène de vie. C'est entretenir ses capacités d'adaptation. C'est pour ça, moi, faire du fonctionnel. Dès l'instant où on est dans de la structure anatomique, on est, pour moi, et encore une fois, ça ne tient qu'à moi, dans du structurel. Nous arrivons au savoir-être. Alors, le savoir-être,
c'est pour moi le soin, la stratégie thérapeutique. C'est s'adapter à son patient. On a le savoir, on a la connaissance, on connaît la natte, on connaît la biomécanique, on connaît la neurologie, on connaît tout ce qui compose, enfin tout ce qui compose, une grande partie de ce qui compose effectivement le corps humain, ce qui va nous intéresser en tout cas. On a la technique. Maintenant, il faut comprendre ce qui peut perturber effectivement notre patient. La définition de la santé, bah, c'est un équilibre. La bonne santé n'existe pas. La bonne santé est utopique. Pour moi, la santé, c'est une variable, voilà, une sorte de sinusoïde qui évolue d'un jour à l'autre. Un jour, on peut être en pleine forme et le lendemain, être complètement KO, voire même mort. Effectivement, cette santé, c'est une variable. Par définition, une variable, c'est une équation. Une équation, il y a au moins deux éléments. Quand on regarde un peu plus près, on baigne dans un environnement. Chacun d'entre nous baigne dans un environnement. Donc, on va effectivement s'adapter à cet environnement. Quelqu'un qui vit toujours dans le même environnement, finalement, il est habitué. Il s'habitue à son environnement. Par contre, dès qu'il en sort d'un gramme, il est tout de suite perturbé. Ça, vous avez ce type de patient qui, quelque part, se noie dans un verre d'eau. Tellement l'habitude de faire cette routine journalière que dès l'instant où ils sortent de la routine, ben, ils sont automatiquement beaucoup plus vulnérables. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas mis chez eux certains programmes d'adaptation, à la fois émotionnels, posturales, nutritionnels, métamériques, ok, qui font qu'ils vont pouvoir réagir à toute modification de la variable de milieu. Par contre, certains d'entre nous, bah, eux, bougent beaucoup, voyagent beaucoup, prennent des jet lags dans un sens, prennent des jet lags dans l'autre, font un peu le grand pont entre parfois une alimentation contrôlée, parfois une alimentation un peu incontrôlée, parfois de temps en temps dans les extrêmes, et puis de temps en temps dans l'équilibre. Ils ont quelque part chez eux cette capacité d'adaptabilité, parce qu'ils développent des capacités d'adaptabilité. Ils sont un peu interchangeables. Effectivement, notre capacité d'adaptation, elle vient de trois grandes variables. Ce que j'appelle moi les variables nutritionnelles. Alors les variables nutritionnelles, elles sont un peu matérielles et immatérielles. Matériel, bien sûr, c'est métabolique, la nutrition, l'alimentation. Ça, c'est matériel, hein. Donc c'est identifiable, quantifiable. Et il y a aussi, bien sûr, cette variable immatérielle, cette variable un peu émotionnelle, immatérielle. Alors, dans l'immatériel, on peut y mettre plein de choses, hein. On peut y mettre, bien sûr, le besoin de faire du sport, le besoin d'écouter de la musique, hein. Des grands mélomanes, des passionnés de musique qui ont chez eux des super systèmes audio qui ne dérangent personne, hein. Ils vivent un peu au milieu d'une forêt, hein. Donc il n'y a personne à droite, personne à gauche. Ils peuvent écouter la musique comme ils veulent, quand ils veulent, en pleine nuit s'ils veulent. Ben, pour des raisons X ou Y, ils sont obligés de déménager. Ils habitent maintenant en appartement. Ben, je peux vous dire que la vallée nutritionnelle va en prendre un coup, hein. Et c'est là où vous allez avoir parfois des réactions torticolis, lumbago, etc. On pense que c'est mécanique, on pense que c'est métamérique. Ben non, pas du tout. C'est tout simplement, effectivement, la perte de cette nourriture, hein, que peut être la musique. Alors, des exemples, on peut en trouver plein, hein. Ça peut être la musique, ça peut être le théâtre, ça peut être le sport, ça peut être la lecture, ça peut être plein de choses. On est nourri comme ça, nourri à la fois de spiritualité, au sens propre du terme, à la fois aussi d'éléments qui ne sont pas quantifiables et bien sûr d'éléments quantifiables. On a aussi bien sûr les variables métamériques, bah, c'est celles qu'on a décrites tout à l'heure, les variables conjonctives, les variables neurovégétatives, hein, ce qui crée le lien entre L2, L3, le genou, ce qui crée le lien entre le diaphragme, le D12, L1, le foie, les ligaments suspenseurs du foie, triangulaires. Voilà, dans ces variables métamériques, on retrouve bien sûr l'anatomie, hein, l'anatomie à la fois neurologique, l'anatomie métamérique, l'anatomie descriptive. Et il y a aussi bien sûr les variables posturales, nos fameux capteurs posturaux, qu'on va décrire un petit peu plus tard. Ok. Dans ces capteurs posturaux, on a notre adaptation gravitationnelle. On vit en permanence sous gravité. Vivant sous gravité, on s'adapte à cette gravité. Tout comme la nature d'ailleurs.
la nature dans laquelle on vit, les arbres, les animaux, le monde végétal, le monde animal, le monde humain, sont en perpétuelle adaptation gravitationnaire. On enlève la gravité sur Terre, la vie n'est plus possible, hein. Donc, on le voit bien, hein, les spationautes, hein, qui partent dans l'espace, effectivement, dans la station orbitale, et ben, quand ils sont là plusieurs mois, ils sont désadaptés de la gravité, même en étant des surhumains, même en partant avec des conditions au-delà d'un sportif de très très haut niveau, ils reviennent sur Terre, c'est des vraies larves. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de marcher seuls, ils sont obligés de faire 6 mois d'hospitalisation parfois, ok, pour pouvoir retrouver une homéostasie. Donc dès l'instant où on coupe la gravité, donc on coupe automatiquement l'adaptation posturale, on coupe l'homéostasie. Il y a bien sûr dans cette adaptation, dans ces variables d'adaptation, bah, tout un ensemble de structures. Alors là, on fait un peu le lien entre le système métamérique et le système postural. Tout un ensemble de structures qui vont réagir un peu de la même façon aux mêmes stimuli. Ok. On a des structures anatomiques qui, par exemple, vont être très conjonctives. Le talus, c'est un os qui est composé que de systèmes conjonctifs. Il n'est que ligamentaire. Il n'est absolument pas musculaire. Le sacrum, voilà, ligament sacroiliaque, antérieur, intraosseux, postérieur, ligament sacrosciatique, ok, ligament iliosacrolombaire, donc un sacrum avec les lames également, tout le système, le soubassement péritonéal. Donc, le sacrum est un élément très, très conjonctif. Il a aussi cette forme très caractéristique, un peu de clé de voûte. D12L1, avec les piliers du diaphragme, le centre phrénique, le ligament arqué du diaphragme. C7T1, K1, hein, avec le ligament suspenseur du dôme pleural, tout le côté très conjonctif de C7T1 et cette charnière C0, alors avec C1 qui est très particulière, qui fait un peu partie des deux, et C2, hein, qui, pareil, va présenter tout ce système, ligament transversaire, ligament alaire, tout le système sous-nucal, hein, ce système proprioceptif, hein, qui sont anatomiquement parlant décrits comme des muscles, les sous-occipitaux, hein, donc le grand droit, petit droit, oblique sup, oblique inf, mais qui sont plutôt considérés comme des ligaments actifs, des ligaments proprioceptifs. Ben, tout ce système ligamentaire, par définition, est proprioceptif. Ils sont déjà décrits, hein, d'ailleurs décrits, hein, comme capteurs support en posturologie. C'est le système dit articulaire. Eh ben, ce système conjonctif fait partie de la chaîne montante. C'est un système qui va être totalement passif. C'est un système qui va être antigravitationnaire, qui va s'adapter à la gravité. L'avantage de ce système, ben, c'est qu'il est justement passif, donc il ne consomme aucune énergie. Par contre, il va avoir tendance à se mettre un peu en hypo, c'est-à-dire un peu en hypostimulation. Il va un peu se reposer sur lui-même, c'est le cas de le dire, hein. Donc c'est un système qui va être reposant. Le système montant, la chaîne montante, elle est reposante. A contrario, on a une chaîne bien sûr active, la chaîne de la communication, la chaîne effectivement du mouvement, la chaîne qui va partir d'en haut, qui va partir de l'oreille interne, de l'ATM. C1, alors C1, elle est un peu particulière, elle est à la fois montant et descendant, c'est vraiment l'adaptation majeure C1. Elle fait le lien entre les deux chaînes. Le système cervical moyen, le système dorsal, pardon, et le système lombaire également, l'ilium et la fibula. On a donc effectivement un système passif d'un côté, un système actif de l'autre, qui vont s'équilibrer. On le voit très bien, quand vous êtes en bipodal, en tripodal, vous êtes stable. Vous avez besoin de rien. Vous avez besoin juste, vous êtes juste reposé. Par contre, vous n'êtes pas très communicant. Vous êtes même un peu passif. Voilà, un peu comme une statue. Dès l'instant où vous allez aller vers l'autre, dès l'instant où vous allez avoir besoin de communiquer, vous allez devoir vous déplacer. Donc, vous allez automatiquement perdre de l'appui. Quand vous perdez de l'appui, vous vous déplacez. C'est ce qu'on appelle un transfert d'appui. Pendant cette phase de transfert d'appui, tous vos systèmes actifs, votre système proprioceptif en partance de l'oreille interne, va se mettre en action. Il va avoir un seul but, retrouver rapidement de l'appui, pour retrouver de la passivité, pour retrouver du confort et surtout un système
qui va être très peu consommateur d'énergie, voire pas consommateur d'énergie. Donc, on va être en permanence dans un dilemme entre je consomme et je ne consomme pas, entre je consomme de l'énergie et je restaure de l'énergie. Ça va être un petit peu ça, notre équilibre. Je consomme d'un côté, je déconsomme de l'autre. C'est ce qui crée l'équilibre entre l'actif et le passif, entre la chaîne montante et la chaîne descendante. Quand ce passif est respecté, eh ben, automatiquement, enfin, quand cet équilibre est respecté entre le passif et l'actif, vous êtes en santé, tout simplement. Vous êtes en équilibre. Vous voyez, j'ai bien dit en santé. Vous n'êtes pas forcément en bonne santé, car la bonne santé n'existe pas. Personne ne peut se prévaloir aujourd'hui d'être en bonne santé. Ok. On est juste en santé. Quelqu'un qui pense être en bonne santé, bah, vous avez tous dans vos connaissances, ah lui, un cancer? Non, pas possible. Jamais on n'aurait cru. Eh oui, effectivement. Vous avez tous dans vos connaissances quelqu'un qui, malheureusement, du jour au lendemain, apprend qu'il n'a plus que parfois quelques mois à vivre, parfois beaucoup moins. Ok. Alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Bonne hygiène de vie, sportif, rien à dire, pas d'alcool, pas de cigarette, pas de nicotine, rien du tout. Et pourtant, voilà, le malheur arrive. Il y a bien d'autres choses qui vont le déstabiliser, qui vont l'amener effectivement à décompenser sans même effectivement qu'on s'y attende. Donc, la bonne santé n'existe pas. On est juste tout simplement en santé, une santé variable qui peut basculer du jour au lendemain. Alors, bien sûr, avec plus ou moins grave, hein, torticolis, un lumbago sans aucune gravité, tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre quelque part qui s'est installé. Alors, ce déséquilibre, il peut être postural, émotionnel, il peut être dans cette fameuse équation chaîne montante, chaîne descendante, il peut être métamérique. Le tout, effectivement, est de, un, comprendre la douleur, analyser la douleur, comprendre la plainte du patient, analyser la plainte du patient, effectivement, et surtout, quelque part, comprendre, essayer de comprendre, bien sûr, la variable qui a le plus décompensé, hein, où là, il va y avoir un problème, ok, hein, soit sur un problème, effectivement, de décompensation mécanique, bah, voilà, un patient qui, un peu sédentaire, est invité par un ami à un déménagement, super invitation. Déjà, il y va un peu à reculons, mais bon, c'est son super pote, donc il y va quand même. Et puis, il va déménager pendant 2 jours, et puis voilà, hein, 3 jours après, il vous appelle pour, entre guillemets, un limbago. Hein, celui qui va tailler ses haies, celui, effectivement, qui est plutôt dans, pas l'inactivité, mais dans l'activité un peu en sous-régime, et qui, du jour au lendemain, va se mettre un peu en sur-régime. Il peut y avoir, bien sûr, une décompensation posturale, il peut y avoir une décompensation nutritionnelle, il peut y avoir une décompensation émotionnelle. D'où vient cette décompensation? En analysant un peu par différents tests, par différentes composantes, aussi par expérience, cette décompensation, en analysant un peu aussi les voies de la douleur, les cohérences de la douleur, moi, je m'intéresse beaucoup à la douleur. Quand j'entends parfois en école d'ostéo dire oh non, la douleur, c'est pas grave, la douleur, on s'en inquiète pas, la douleur, c'est pas prioritaire. Bah, si, 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 si. La douleur est prioritaire. Comprendre la douleur, c'est commencer notre enquête policière. Comprendre la douleur, c'est effectivement, pour moi, c'est une enquête policière. On délimite le terrain, c'est-à-dire qu'on va sécuriser la zone douloureuse, analyser la zone douloureuse pour essayer de comprendre les variables. Est-ce que les variables sont cohérentes ou incohérentes? Est-ce qu'on est dans le métamérique? Est-ce qu'on est dans le postural? Est-ce qu'on est dans l'émotionnel? Est-ce qu'on est dans le nutritionnel? Et en fonction de ça, on adaptera son traitement. Ok. On ne va pas faire le même traitement à tout le monde. Euh, on ne prend pas tout le monde de la même façon. On ne teste pas tout le monde de la même façon. Sur une migraine, on ne commence pas à tester le talus. Il y a bien d'autres choses à tester avant. OK? Donc, il va falloir être stratégique, comprendre la douleur, analyser la douleur, examiner les différentes cohérences dans cette douleur. Est-ce qu'on est sur de la voie douloureuse montante, spinothalamique, ou on est, à contrario, sur de la voie douloureuse descendante, hein, ce qu'on appelle le tractus postérolatéral. C'est ces fameuses voies inhibitrices, ces voies descendantes.
C'est pas la même chose. Est-ce que le cortex est impliqué ou pas? Est-ce qu'on a... Vous savez qu'avant le cortex, il y a le thalamus qui va filtrer les informations. Comment il les filtre? Soit il les filtre effectivement en laissant passer au cortex, et là, il y a une prise en conscience de la douleur. Si cette douleur est cohérente et qu'elle rentre dans un cadre métamérique, on peut nous aussi rentrer dans un cadre métamérique. Mais si l'expression de la douleur du patient est incohérente, il ne faut pas rester sur un cadre métamérique, il faut aller tout autre. Le thalamus peut aussi faire le choix de ne pas informer le cortex et avoir des réactions totalement automatisées avec l'axe hypothalamo-hypophysaire et justement avec la réaction automatique, hein, à la fois neurovégétative et hormonale. Donc la compréhension de la douleur est importante dans l'analyse et surtout dans la stratégie qu'on va pouvoir proposer dans le traitement. Chaque patient est différent, chaque prise en charge est différente et on ne va pas forcément faire cette routine de test que je vois trop faire où on teste tout le monde de la même façon. Non, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut d'abord comprendre son anamnèse. C'est pour ça que l'anamnèse doit être ciblée, précise, et en fonction de l'anamnèse, on fera les tests adéquats et on proposera le traitement adéquat. Et si on ne sait pas faire, eh ben, on ventile. Si on ne sait pas faire, on transfère à des gens qui savent faire. Moi, je ne suis pas forcément un ostéopathe de l'émotionnel. L'émotionnel, c'est très complexe, je m'intéresse beaucoup, mais quand c'est trop émotionnel pour moi, j'ai pas peur de transférer à des amis. J'ai pas peur de transférer à des connaissances qui feront certainement beaucoup mieux que moi. Il faut savoir connaître ses limites. Hein, le bon thérapeute est celui qui connaît ses limites et c'est surtout celui qui sait où il peut aller et qui sait où il ne doit pas aller. OK? Et qui, justement, réoriente avec efficacité. On m'a dit aujourd'hui, bah, merci de m'avoir envoyé chez telle personne, parce que, il a trouvé la solution. Bah oui, moi, je ne l'avais pas trouvé. Eh bien, lui, il l'a trouvé. Et finalement, le patient, il revient pour autre chose. Mais il vous remercie de l'avoir orienté. Être un bon thérapeute, c'est savoir orienter son patient. Et pour pouvoir l'orienter, il faut essayer, je dis bien, essayer de le comprendre. Donc, on voit, voilà, par exemple ici, les variables posturales. Faire de la posturologie, eh ben, ça demande des connaissances. Faire de la posturologie, c'est étudier ben, la verticale de Barré, étudier bien sûr les empreintes podologiques, étudier les réactions de l'oreille interne sur un tapis mousse hein, qui va bien sûr enlever toutes les afférences podologiques. Faire de la posturologie, faire de l'analyse posturale, c'est pas juste mettre son patient debout, regarder si les deux épaules sont à la même hauteur, regarder si les deux bassins sont à la même hauteur, si les plis interfessiers sont à la même hauteur. Non, ça c'est pas ça faire de l'analyse posturologique. Faire analyser les variables posturales, c'est avoir la connaissance de la posture, ok? Et c'est faire un minimum de tests, et des tests qui vont être validés scientifiquement. Encore une fois, l'épaule peut être plus haute que l'autre, alors que les variables posturales sont tout à fait correctes. Ça ne veut strictement rien dire. Donc, aller chercher les variables posturales, c'est aller chercher les capteurs. On est composé de 6 capteurs, 3 capteurs céphaliques, 3 capteurs supports. Les capteurs céphaliques, l'oreille interne, l'œil, l'ATM, les capteurs supports articulaires dans tous nos systèmes articulaires, tous nos systèmes ligamentaires et proprioceptifs, car nos ligaments sont composés bien sûr de mécanorécepteurs. Notre système cutané, hein, donc toutes les lésions cutanées, les cicatrices cutanées, notre système viscéral, hein, un des nerfs les plus proprioceptifs du corps humain, c'est le nerf vague. Le nerf vague, c'est 80% de contingent montant et 20% de contingent descendant. Le nerf vague, il est à 20% péristaltique. Il est à 80% proprioceptif. Dès l'instant où vous allez changer votre posture, dès l'instant où votre centre de gravité va se modifier, automatiquement, le système viscéral qui est essentiellement composé d'eau, eh ben, il va y avoir les pressions sur les parois, les pressions pariétales vont être modifiées, ce qui va informer le nerf vague et remonter bien sûr au système supérieur, hein, en partant du tronc cérébral et tout ce qui va être les neurones centraux, les neurones vestibulaires, etc. Donc,
et bien sûr les capteurs podologiques. À travers ces 6 capteurs, il va y avoir une intégration centrale. Noyaux centraux, noyau vestibulaire, cervelet réticulé et le colliculus. Ok. Tout ce système central va analyser les 6 capteurs et va générer la proprioception et l'adaptation. Donc, à travers ces 6 capteurs, automatiquement, on va être en équilibre. Alors, attention, un équilibre parfois précaire, effectivement. Bah, quelque part, faire du soin, faire du traitement, c'est connaître ces 6 capteurs. Si vous ne connaissez pas ces 6 capteurs, si vous ne savez pas tester ces 6 capteurs, bah ouais, mais vous pouvez avoir des problèmes d'épaule récurrents. Vous avez beau tester le talus, vous avez beau tester le sacrum, vous avez beau tester D12L1, vous avez beau faire C7T1, si vous ne connaissez pas l'importance des capteurs posturaux, eh ben, vous pouvez très bien passer complètement à côté de votre traitement. Donc, l'analyse, quelque part, de notre patient, mieux comprendre son patient, ben, c'est mieux comprendre ses variables. Mieux comprendre ses variables métamériques, mieux comprendre ses variables posturales, mieux comprendre ses variables nutritionnelles, qu'elles soient à la fois, bien sûr, nutritionnelles, matérielles ou immatérielles. Et dans l'immatériel, on va y mettre la pensée. La pensée, ben, c'est quelque part la dernière variable, la variable dite émotionnelle. Le cerveau est complètement automatisé à 97%. 97% de notre cerveau est conscient et automatiquement biologique. Il est automatique et biologique. Il va gérer et adapter toutes les actions et réactions biochimiques à notre insu. C'est la pensée qui commande tout. C'est ce qu'on appelle la hiérarchisation. Vous voyez ici, effectivement, hein, la pensée qui est en haut du triangle inversé, les adaptations cérébrales et les adaptations corporelles. Ok. Tout ça, ça va avoir ce qu'on appelle un effet descendant. On est là dans la chaîne descendante. Effectivement, dans la chaîne plutôt émotionnelle. Donc, il va y avoir aussi cette analyse émotionnelle qui est intéressante. Et cette analyse émotionnelle, elle est très complexe, mais elle va bien sûr aussi perturber notre homéostasie. Donc, vous voyez que quelque part, prendre un patient en soin, c'est globaliser ce patient, mais c'est surtout comprendre ses variables. Quelle est la variable qui a décompensé le plus? Est-on en mesure de pouvoir traiter cette variable? Est-ce à notre portée? Tout simplement. Le cerveau va rendre des comptes. Le cerveau va rendre des comptes, c'est-à-dire qu'à chaque modification d'information, le cerveau réagit et va réadapter en une fraction de seconde. Dès l'instant qu'il y a une action, il y a automatiquement une réaction. Ok. Un système d'alerte, hop, vous rentrez en action. Vous êtes complètement épuisé, totalement épuisé. Vous venez de faire un marathon, vous n'en pouvez plus, vous êtes à l'agonie, vous rentrez chez vous, vous allez vous coucher, vous n'avez qu'une envie, c'est de dormir, et vous avez votre système d'alarme, on va dire le système d'alarme de feu, qui se met en route. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'instinct de survie. Vous allez vous relever et vous allez recourir, même après avoir fait 42 km. C'est automatique. Vous allez certes vous abîmer, ça c'est sûr, mais vous allez survivre. Notre cerveau ne pense qu'à une seule chose, vivre une seconde de plus, parfois au détriment de la qualité de vie. Il va toujours, toujours faire ce qu'il pense être le mieux. Donc il faut prendre aussi en compte cette variable, cet instinct de survie et cet instinct d'économie énergétique. Car évidemment, il n'y a pas de hasard. Quand votre patient vient avec ce lumbago, ce torticolis, cette côte, on peut imaginer, pourquoi pas ce ménisque, cette entorse de cheville. N'y a-t-il pas derrière un principe d'économie? N'y a-t-il pas quelque part une mise en repos volontaire du cerveau? Ok. Est-ce que, bien sûr, oui, il y a l'entorse provoquée, mais il y a aussi l'entorse spontanée. Marcher dans la rue sans aucun obstacle, sans aucune perturbation, sans rien, et se faire une entorse spontanément, il y a des questions à se poser. C'est pas juste un talus antérieur, c'est tout autre. Il y a des choses derrière. Alors, ça peut être plein de choses. Attention, ne pas
basculer dans le tout émotionnel. En fait, il ne faut jamais basculer dans le tout-tout. OK? C'est clair. Il ne faut jamais basculer dans c'est automatiquement ci, automatiquement ça. Il n'y a rien de systématisé. Tout est potentiellement aléatoire, mais justement, c'est potentiellement aléatoire, mais ce n'est pas vraiment. C'est quelque part, encore une fois, cette adaptation, ces capacités que le corps humain a entre les différentes variables à pouvoir faire ce qu'il considère le mieux, qui n'est pas forcément toujours quelque part une qualité de vie, effectivement. Mais c'est ce qu'il va considérer le mieux. OK? Ça, c'est un tout autre domaine. Donc, en résumé, et pour terminer cette soirée, oui, globalité, oui. Bien sûr que le soin est une globalité, mais c'est avant tout une globalité structurée pour un traitement adapté. OK? Chaque patient est différent, chaque anamnèse est différent, chaque test sont différents et chaque traitement est différent. Il faut surtout ne pas se perdre et toujours garder les pieds sur terre, toujours avoir un maximum de lucidité et un maximum d'ancrage au sol pour pouvoir avoir la meilleure compréhension possible. Attention, rien n'est facile. Il y a des échecs, bien sûr, évidemment, je parle avec l'expérience. Euh, les échecs sont encore là. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je parle de mes échecs. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas de honte à avoir des échecs. Aucun thérapeute a aujourd'hui 100% de résultats. Ça n'existe pas. Mais en ayant cette globalité structurée, en ayant la connaissance effectivement des différentes variables, en proposant le soin le plus adapté, effectivement, on a plus de chance effectivement de restaurer les capacités d'homéostasie de nos patients et d'avoir des bons résultats. C'est ce que j'appelle la globalité structurée dans un traitement adapté. Alors bien sûr, ça, ce que je propose là, je le propose en formation. Je vous ai là expliqué un peu mon concept, mon principe, comment j'en étais arrivé là. Je suis arrivé là par mon enseignement, l'enseignement que j'ai reçu à la fois de la kinésithérapie, l'enseignement que j'ai reçu de l'ostéopathie, avec bon, bien sûr en premier lieu Jean-François Terramorci, mais pas que lui, hein, d'autres personnes pendant tout mon cursus à Genève, toutes les formations que j'ai pu faire aussi après, hein, avec Pierre Tricot, une formation en posturo, une formation en médecine chinoise, bref, plein de formations que j'ai reçues. C'est une synthèse qui n'est pas finie, hein. Je continue encore aujourd'hui d'aller dans cette synthèse, d'essayer de comprendre le mieux possible, mais je suis encore dans le chemin, je ne suis pas au bout, il n'y a pas de bout d'ailleurs, je pense, au niveau de ce chemin. Et moi, je vous propose effectivement, hein, à travers diverses formations, de comprendre un peu mon expérience, de vous faire partager mon expérience. Un formateur aujourd'hui, il n'invente rien. Un formateur aujourd'hui, il fait juste que transmettre. Je suis dans la transmission de ce que j'ai pu apprendre. Voilà, sans aucune retenue. Je transmets bah, ce que j'ai appris et ce que je sais. Et je ne dis pas que c'est la vérité. Hein. Je ne détiens aucune vérité. C'est juste des analyses. Voilà, des analyses. Alors voilà, je propose toute cette analyse à travers 14 jours à Bruxelles, voilà, à Paris, effectivement. Durant ces 14 jours, eh ben oui, alors c'est un structurel conjonctif tripodal que je montre, que j'enseigne. Ce sont des techniques dites structurelles, mais pas que structurelles. C'est aussi toute la compréhension, effectivement, du système neurogétatif que j'ai décortiqué à travers plusieurs infographies, plusieurs lectures de livres, alors le Caporossi, Eric Marlien, etc., il y en a plein. Effectivement, essayer d'en faire des synthèses, tout simplement. Et à travers ces synthèses, eh ben, je les enseigne à la fois à travers des formations courtes, des formations un peu plus longues. Et je demande bien sûr à certains de m'accompagner pour pouvoir encore mieux perfectionner, que ce soit en posturologie, en technique de crochetage, en technique musculaire, en technique
plus faciale. Voilà, il faut travailler le conjonctif sur tous ces aspects et essayer d'en comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que j'ai demandé aux spécialistes du conjonctif. Je pense aujourd'hui que c'est la personne qui a le plus décortiqué le tissu conjonctif, personne euh, passionnante, hein, donc qui a décortiqué depuis de nombreuses années, hein, ça date depuis une dizaine, peut-être même plus, au docteur Jean Gaberto de venir à Lille, à la faculté de médecine directement, donc en partenariat avec la faculté de médecine, pour nous présenter ses travaux, qu'il continue de faire d'ailleurs, hein. On pensait qu'il en était encore aux anciennes vidéos, mais non, non, il a des nouvelles vidéos, il a des nouveaux travaux assez récents. Et il propose justement de mieux comprendre quelque part l'anatomie de l'anatomie, c'est-à-dire un peu le cœur de notre corps, hein, ce système qui relie toutes nos structures, hein, et qui vont permettre justement la tenségrité, hein, quelque part, hein, quelque part cette adaptation à la fois gravitationnelle, émotionnelle. Il parlera bien sûr d'émotions, hein, qui influent le tissu conjonctif. Donc le conjonctif, il est à la fois gravitationnel, émotionnel, mécanique, neurologique, vasculaire. Il est un tout. Voilà. Je voulais donc vous présenter ça ce soir à travers diverses synthèses que j'ai pu faire et que je continue à faire. Vous présenter ma vision effectivement de ce concept structurel conjonctif tripodal. J'insiste beaucoup sur le côté tripodal parce que vous avez pu voir que le thérapeute est un tripode entre le savoir-être et le savoir-faire. Toute la technique va être basée sur un tripode puisque c'est le tripode qui permet effectivement ce transfert de centre de gravité. Et ça va être ce transfert de centre de gravité qui va être très important dans la, la recherche des qualités tissulaires. Et quelque part, le soin est également un tripode, puisque le soin va être triphasé entre à la fois une analyse des variables métamériques, une analyse des variables nutritionnelles et enfin, nutritionnelles, spirituelles et émotionnelles, la même variable pour moi, et les variables posturales. Donc, on a quelque part trois trilogies dans la trilogie. Ok. Voilà, je voulais vous faire partager ce webinaire ce soir. J'espère que cela vous a plu, que cela vous a intéressé. Je suis ouvert à des questions, il n'y a pas de souci. Vous allez recevoir effectivement dans les prochains jours le lien pour avoir accès au replay de ce webinaire. Et comme je vous ai promis, vous allez recevoir également le lien pour avoir accès à 5 techniques, ok, que je vais vous montrer, hein. Donc, tout simplement ici, la décoaptation de cheville, hein. Donc, vous voyez que dans cette décoaptation de cheville, j'insiste beaucoup sur le positionnement. On va travailler sur table basse et on va travailler, vous voyez, avec le centre de gravité. Et ce qui est important, c'est de surtout pas décoller le tibia de la table. Dès l'instant où on va décoller le tibia de la table, on va plus du tout être dans la cheville, mais bien sûr dans la hanche. Donc le travail du centre de gravité et là le travail du concept tripodal a toute son importance. On le voit également ici dans la globale du bassin. Dans cette globale du bassin, vous voyez, je fais très attention au positionnement. Toujours le travail sacrum postérieur, pardon, décliné de la globale du bassin. On va venir corriger de base. On voit bien ici, hein, donc la mise en place du système tripodal. Vous voyez, je suis d'abord sur la jambe gauche, puis la jambe droite. Voilà, j'avance mon centre de gravité, très peu de mise en tension, et un thrust tout en verticalité, sans rotation. Le seul endroit où ça peut tourner, D12L1. Je parle bien sûr au niveau lombaire.
Équilibre du patient, on voit, hein, aucune tension parasite. Encore une fois, on gère le positionnement. Voilà, clac, transfert du centre de gravité, prise à trois doigts, le chaton, et on va venir faire une rotation. Et vous allez voir que la quantité de rotation, elle est minime. Avec des kicks qui ne sont pas des kicks comme des kicks en rotation de démarrage d'une moto. Dorsale en compression, là aussi, on va avoir ce concept tripodal. Stage, compression de poitrine. Vous allez voir que je pose le coude sur la table en premier. Voilà. Et que je vais transférer mon centre de gravité à travers le patient. Vous voyez? La translation de mon centre de gravité. Et je truste avec le bassin, surtout pas avec le torse. Et la dernière vidéo, sur ces deux, encore une fois, hein, tout vient du positionnement, gestion du centre de gravité, pose le coude, voilà, transfert, et on voit bien l'ébranlement, et surtout pas des mises en tension maximum et des rotations allant au-delà des capacités. Je vous remercie donc d'avoir été présent ce soir.